Claudine Arroche est directeur de recherche au CNRS et sociologue. Et bon, moi, je ne suis pas sociologue et je regarde cette science utile avec révérence. Mais Claudine Arroche a le don, enfin elle a le don, c'est pas un don, mais elle traite des sujets qui me vont toujours droit au cœur. Elle a parlé de l'humiliation, qui était mon sujet l'an dernier et cette année, enfin mon sujet après elle, elle a commencé avec l'humiliation. Elle a co-dirigé un ouvrage sur les tyrannies de la visibilité, qui est un ouvrage magnifique et qui tombe tellement juste sur une question justement tellement visible qu'on ne la voit pas et qu'elle aveugle, une question du monde actuel. Et du coup, sortant du Moyen-Âge, de l'âge humaniste, des régions lointaines, elle va nous parler des novlangues et nous ramener à notre réalité. Dévoiement de la pensée et de la culture dans les novlangues. Klemperer et Orwell, ma chère, allez-y. Bon, je suis assez intimidée à l'idée de prendre la parole aujourd'hui parce que je ne vais pas parler du Moyen-Âge et je vais essayer d'aborder la question du dévoiement de la pensée et de la culture dans une perspective transdisciplinaire, c'est-à-dire une perspective de sociologie, d'anthropologie et également une perspective touchant à la psychanalyse. Dans les années 80, au cours d'un entretien avec Philippe Roth et dans un autre récemment avec Nourit Aviv, Aaron Appelfeld, l'écrivain israélien, confie « Comme presque tous les autres jeunes survivants de l'Holocauste, j'ai essayé d'échapper à moi-même, à mes souvenirs, et d'écrire sur une vie qui ne serait pas la mienne. » Appelfeld raconte comment, en 1946, arrivant en Palestine, il se retrouve sans langage. Il ne parle plus l'allemand et pas encore l'hébreu qu'on l'incite à apprendre. L'hébreu, nous dit-il, sonnait comme des ordres. Aller, dormir, ranger. Par l'hébreu, lui répète-t-on incessamment, oublie. Oublie ton passé, oublie ta langue maternelle, oublie ta personnalité. Appelfeld évoque alors l'ambivalence de sa relation avec l'allemand. Il a en effet, nous dit-il, grandi dans une famille juive assimilée, où l'allemand était considéré comme un trésor. Ce n'était pas seulement une langue, c'était une culture qu'on révérait. C'était ma langue maternelle, mais c'était aussi, nous dira-t-il, la langue des assassins. Il évoque alors les difficultés rencontrées dans l'apprentissage de la langue hébraïque, confiant qu'elle lui a appris à penser, elle lui a appris à être économe de ses mots, à ne pas trop intervenir, à ne pas trop interpréter. Cette langue hébraïque, nous dit-il, semblait étrangère, non juive à nos oreilles, et propos paradoxal à bien des égards, sur lesquels j'aurai peut-être l'occasion de revenir, ce qui explique peut-être notre coup de cœur pour elle. Pour l'allemand, la langue maternelle, il dira « Nous avons appris à garder le silence, par peur, par refoulement, par déni, pour continuer à vivre. » Et pour l'hébreu qu'il apprend adulte, il dit « Nous avons choisi une poignée de mots hébreux pour nous protéger et nous camoufler. » La langue allemande, il l'a refoulée, il l'a oubliée, il y a renoncé, non sans déchirement. Un homme, nous dit-il, un homme qui perd sa langue maternelle est infirme pour la vie. Veut-il dire par là qu'il est condamné à une insécurité psychique profonde et continue? Nous y reviendrons plus loin. Appelfeld observe qu'il y a différentes formes de silence, différents niveaux de refoulement.
La vie continuait, dit-il, mais vécue à la surface de la conscience. L'incapacité de traduire notre expérience et le sentiment de culpabilité s'associèrent pour créer le silence. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre langue, dira-t-il. L'hébreu est ma langue maternelle, mais c'est une langue que j'ai peur de perdre. A-t-il peur de la perdre parce qu'il en a déjà perdu une première, sa langue maternelle? Je rêve, dit-il, j'écris en elle. Jusqu'à ce jour, j'ai la crainte de perdre cette langue. Parfois, je me réveille et cet hébreu, acquis avec tant de peine, s'évanouit, disparaît. Il n'a fallu que quelques phrases à Appelfeld pour dire des choses essentielles sur la langue maternelle, l'écriture, sur ce qu'il advient quand cette langue devient la langue des assassins. Tout ce qui nous était arrivé pendant des années de guerre s'était amassé en nous, silencieux. Il découvre alors l'importance, le rôle du silence. Il ne pourra désormais ni parler, ni se taire. Et c'est dans une langue autre que la sienne, cette langue maternelle devenue langue des assassins, qu'il va désormais écrire. Entreprendre d'élucider le refoulement, le silence. Il a perdu la langue maternelle car sa confiance, son innocence ont été trompées. Il a été meurtri, tué dans sa personne, dans son individualité, tué dans la confiance qu'il avait pour les autres, dans la confiance qu'il avait en lui-même. Un homme qui perd sa langue, nous dit-il, est infirme, sa langue maternelle est infirme pour la vie. C'est sur cette infirmité dont parle Appelfeld que je veux me pencher à présent. Je veux ici aborder la question du dévoiement de la pensée et de la culture dans la mesure où elle suppose et conduit à l'effacement de l'individu, à l'effacement de la singularité individuelle, à l'effacement de soi. La destruction de la personnalité fut l'une des formes les plus profondes du dommage créé par la Shoah. Évoquant les témoignages des survivants, Appelfeld remarque certains aspects de leur psychologie, leur précipitation, dit-il, leur difficulté à s'exprimer et le manque complet d'introspection qui tiennent à cette insécurité psychique. Le rapport à soi a été d'une certaine façon détruit, éradiqué. À la proximité, à la douceur, à la chaleur de la langue maternelle qui coule tout naturellement, c'est une expression d'Appelfeld, coule tout naturellement, s'opposent en tout point les langues figées, les langues fixées. La langue de l'organisation du Troisième Reich, décrite par Klemperer dans LTI, ces carnets d'un philologue qu'il a consacrés à l'organisation et à la langue, à la création de la nouvelle également, de cette utopie négative que constitue 84 d'Orwell. Je vais relire l'ouvrage de Klemperer, l'essentiel, puis celui d'Orwell, pour y étudier les conditions et les formes de dévoiement de la langue et de la pensée. Je vais ensuite m'interroger sur la langue maternelle, la langue de la petite enfance. Elle protège, elle soutient, elle réconforte, elle aime, elle donne confiance en soi, elle apprend à faire confiance à l'autre. Elle s'oppose ainsi en tout à la langue de l'organisation bureaucratique, qu'il s'agisse de la LTI ou de la novlangue. C'est une langue de la transparence, ce sont des langues de la transparence qui se revendiquent comme telles, des langues de la propagande qui pourchassent la moindre ambiguïté. Mais ce sont des langues qui s'accompagnent à l'envie de falsification de la vérité, du mensonge. La langue de l'organisation bureaucratique n'est ni une langue où l'on pense, où l'on peut penser, ni une langue qui donne et fait confiance à l'individu dans sa singularité. Rappelons ici brièvement l'essentiel tant de la langue du Troisième Reich que des principes de la novlangue. Le souci de la transparence, je l'ai dit à l'instant, et pour cela la fixité du vocabulaire, sauf quand ils sont bien entendu créés de toutes pièces. La surveillance, le contrôle des termes, la brièveté des mots, la rapidité est recherchée et valorisée. La tentative de suppression
de toutes les nuances. Et je crois qu'il s'agit là de l'essentiel, la tentative de suppression de toute nuance. En découle, bien entendu, une pauvreté, un appauvrissement délibéré du vocabulaire, la volonté de mettre à l'écart les mots qui ne sont pas définis précisément, qu'ils peuvent être essentiels, mais pas définis précisément. La langue est figée, fixée. Klemperer observe, on l'a vu à l'instant, la pauvreté du vocabulaire, la pauvreté de l'expression, la présence continue des mêmes clichés, et il remarque qu'il s'agit là d'une pauvreté de principe, une pauvreté délibérée. Dans l'un comme dans l'autre cas, c'est l'effacement de soi. Et c'est ici ce qui m'intéresse. Tout dans la LTI, nous dit Klemperer, était discours. Tout devait être déclamation, harangue, sommation, galvanisation. L'individu avait intégré « Tu n'es rien, ton peuple est tout », disait l'un de ses slogans. Cela signifie « Tu n'es jamais seul avec toi-même, tu te trouves toujours face à ton peuple ». L'effacement de soi dans le groupe, dans le mouvement, ils sont évidents. Dans les formes du discours, tout dans la LTL était discours, tout devait être déclamation. Et aussi dans la valorisation de l'action, de l'activité qui y sont permanentes. Le mouvement, la rapidité sont exaltés et imposés à l'individu et révèlent fondamentalement la mise à l'écart du temps nécessaire à la pensée, à la réflexion, à l'hésitation, au doute et bien entendu au temps mort dans la pensée. La peur de l'homme qui pense s'y dessine. Le mouvement et le fanatisme sont les mots sacro-saints de la LTI. On ne veut être ni libéral ni pondéré, on ne veut pas être velléitaire, comme à l'époque précédente, on veut agir et ne jamais lâcher. On dit qu'on veut être dynamique. Le mouvement est à ce point l'essence de la langue du Troisième Reich que celui-ci se dessine lui-même comme le mouvement. Tout son vocabulaire est dominé par la volonté de mouvement et d'action. L'assaut, la formation des SS, les sections d'assaut. On termine avec l'assaut du peuple, l'assaut du pays. La SS a son assaut de cavalerie. L'armée, on parle de l'armée des troupes d'assaut, des canons d'assaut. Les actions foudroyantes sont les premiers actes d'héroïsme des SA et le journal de Goebbels s'appelle l'attaque. Le vocabulaire, ce à quoi il renvoie, le climat, l'atmosphère, on l'aura compris, sont profondément révélateurs de la mise à l'écart de la personnalité individuelle. Klemperer discerne les maîtres mots de la LTI. L'héroïsme, tout naturellement opposé à la langue maternelle, le groupe, le rapport au groupe, et dans la langue, c'est le groupe qui parle, ce n'est jamais l'individu. Klemperer insiste à de nombreuses reprises sur la répétition lancinante des clichés, sur la volonté de la propagande, contre la pensée. Le dévoiement de la pensée apparaît de la façon la plus claire dans cette remarque. Si quelqu'un, au lieu d'héroïque et de vertueux, dit pendant assez longtemps fanatique, il finira par croire vraiment qu'un fanatique est un héros vertueux et que sans fanatisme, on ne saurait être un héros. Dans la LTI, Klemperer discerne encore ce dévoiement de la pensée à propos du mot philosophie. Il est, nous dit-il, sur la liste des horreurs, à côté d'intelligence et d'objectivité. J'en viens maintenant au principe de la novlangue. Les observations de Klemperer sur la langue du Troisième Reich sont encore plus claires chez Orwell. L'inspiration est la même, mais les intentions sont encore beaucoup plus nettes. Les résultats aussi en matière de vocabulaire, dans la mesure où c'est une langue construite. Là encore, il s'agit d'une langue de la transparence, une langue du cliché, et plus encore, très explicitement, à la différence de LTI, de la langue du Troisième Reich, de la littéralité. La liberté de penser y est supprimée, la liberté dans la pensée y est de même supprimée, il y a création de mots nouveaux, le jeu avec les significations est désormais impossible. L'objet de la novlangue est en effet de rendre la liberté de penser, la pensée individuelle en particulier, impossible. Je vais non pas citer en latin, mais en anglais, un passage de Newspeak. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. The word free still
existed in Newspeak, but it could only be used in such statements as this dog is free from leash or this field is free from weeds. It could not be used in its old sense of politically free or intellectually free, since political and intellectual freedom no longer existed, even as concepts, and were therefore of necessity nameless. La quintessence du dévoiement de la pensée, la falsification, le mensonge. Et là, je cite un autre passage, « All words, grouping themselves around the concepts of liberty and equality, for instance, were contained in the single word crime think, while all words grouping themselves around the concept of objectivity and rationalism were contained in the single word old think. What was required, above all, for political purposes were short, clipped words of unmistakable meaning, which could be uttered rapidly and which roused the minimum of echoes in the speaker's mind. La défiance à l'égard de la pensée, le rejet de la pensée et la volonté de supprimer dans la pensée tout ce qui n'est pas clairement défini, car ce qui prime, c'est l'organisation bureaucratique à laquelle rien n'échappe. Pour conclure, je voudrais revenir à la question de la langue maternelle qu'évoquait Aaron Appelfeld dans son entretien avec Philippe Roth. La langue maternelle, disait Appelfeld, tu ne la parles pas, elle coule. Et pour cela, je voudrais revenir aux racines corporelles de la pensée. Je n'aurai pas le temps d'évoquer Spinoza, je n'aurai pas non plus le temps d'évoquer Schilder. Et pour cela, je veux maintenant me centrer sur Didier Anzieux, qui, dans des travaux de psychanalyse consacrés aux contenants de pensée, parle de la contenance. Il pose que le tout-petit trouve sa sécurité à être dans les bras de sa mère, une sécurité qui lui permet de séparer les représentations des affects qui les obscurcissent et les altèrent et de concentrer son attention sur la pensée des objets. L'objet est connu par un contact physique d'abord de tout le corps, puis de la main qui le saisit et le porte à la bouche. Il faut à l'enfant avoir été entouré par un entourage. Les bras de la mère apparaissent alors comme les conditions de l'émergence et du développement de la pensée et de la langue maternelle. Il s'agit là d'une façon métaphorique et littérale d'y voir, j'ai envie de dire, la possibilité d'embrasser une question. J'en viens maintenant aux travaux de Winnicott. Les contenants dont parle Anzieux peuvent, en effet, selon Winnicott, être comparés aux objets transitionnels. Ils sont proposés par l'entourage maternant et sont trouvés par le moi du tout-petit. Ils nous semblent particulièrement intéressants par certaines de leurs questions, par les hypothèses qu'ils formulent, dans la mesure où eux aussi se sont préoccupés de développement de la pensée. Winnicott appréhende ensemble le petit humain, l'activité, la pensée, en mettant à jour les processus transitionnels qui apparaissent comme les conditions d'un moi aimant, confiant, percevant, pensant, parlant, capable de générosité. Winnicott met ainsi à jour le rôle crucial des objets transitionnels dans l'espace transitionnel que la mère établit pour l'enfant entre elle et le monde. Cet espace intermédiaire, cet espace de la pensée, de la culture, du moi, permet de penser l'espace intérieur dans le rapport à l'objet qui induit un certain type d'activité mentale qui se situe entre la réalité psychique interne et le monde externe. C'est à un stade précoce du développement chez le petit enfant que Winnicott situe ces phénomènes transitionnels qui vont de proche en proche conduire, nous dit-il,
de l'incapacité à reconnaître et à accepter la réalité à la capacité qu'il acquérera progressivement de le faire. Il insiste alors sur le fait que l'objet transitionnel marque la progression de l'enfant vers l'expérience vécue, rappelant que c'est sur la base du je, J-E-U, que s'édifie toute l'existence expérientielle de l'homme. Il faut ici, me semble-t-il, faire l'hypothèse que cet espace intermédiaire est au fondement des formes de symbolisation, qu'il permet l'exercice de la médiation et se situe dans un espace potentiel qui lui-même pourrait signifier virtuel, ou à tout le moins permettre d'envisager, voire de penser l'espace virtuel tellement important aujourd'hui. Winnicott peut en effet nous permettre d'aborder la question, par ailleurs, de l'enracinement et du déracinement dans l'existence, dans l'illimitation et dans l'indifférenciation contemporaine, dans les mondes et les personnages virtuels. Dans un monde contemporain de plus en plus complexe, devenu opaque et dans le même temps dépourvu de médiation, ces objets transitionnels, ces fonctionnements transitionnels sont en effet susceptibles de jouer précisément le rôle de médiation dans la structuration de la subjectivité contemporaine et de permettre peut-être une autre conception du moi, une autre conception du soi et de ses rapports au monde. C'est sur le je qui permet la déprise de soi, la proximité et l'éloignement, la distance à soi, les activités de différenciation, les pratiques de discernement, constituant une voie d'approche aux phénomènes psychiques et sociaux qui ne sauraient a priori en rien être violents, mais bien au contraire, comme le souligne Winnicott, rend possible, au travers de l'objet transitionnel, le processus qui conduit l'enfant à accepter la différence et la similarité. Or, Winnicott précise que l'objet transitionnel est la première possession non-moi. Pour ceux qui l'ignorent, Winnicott est le premier à avoir formulé la question du doudou, le petit animal que chaque enfant porte dans ses bras, dans son cœur, dès la toute petite enfance. Et que, dans le mode de relation à l'objet, le sujet, et c'est ce qui me semble très intéressant, autorise certaines modifications du soi. On ne saurait dire, nous dit encore Winnicott, que cette capacité soit innée, ni que son développement chez un individu puisse être tenu pour acquis. Pour utiliser un objet, il faut que le sujet ait développé une capacité d'utiliser les objets, ce qui fait partie d'un changement intervenant dans le principe de réalité. Je voudrais, pour conclure enfin, revenir à Appelfeld, à la question du vécu, à la question de l'expérience, en répétant inlassablement « Cela va tellement au-delà de ce que je peux comprendre. Nous avons relégué notre expérience dans le dossier préparé à son intention, je cite Appelfeld, avec la mention « souffrance infinie dépourvue de sens ». Doit-on vraiment renoncer à comprendre? On ne peut pas dire, on ne peut pas se taire, on ne peut pas décrire, raconter avec des mots. Comment parler de l'irreprésentable en racontant peut-être d'autres vies que la sienne, en écrivant dans une langue qui n'est pas la sienne, pour se déprendre de la peur de soi qui va de pair avec celle de l'autre. Fromm, l'auteur d'un ouvrage célèbre consacré à la peur de la liberté, a rédigé une postface à l'ouvrage d'Orwell. Dans la peur de la liberté, il est toujours question de peur de la pensée, de peur de l'autre et fondamentalement de peur de soi. Klemperer avait perçu la présence de la Weltanschauung dans la langue du Troisième Reich. Voici ce qu'il nous disait. Ce qui a conduit la LTI à utiliser ce mot de Weltanschauung, qui le surprenait beaucoup, puisque c'était un terme utilisé
dans la perspective de l'esprit clanique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. C'est qu'elle y trouvait exprimée l'opposition la plus importante, je cite Klemperer, c'est que la LTI trouvait exprimée l'opposition la plus importante, selon elle, à l'acte de philosopher. Car, nous dit Klemperer, philosopher est une activité de la raison, de la pensée logique, et le nazisme y était hostile comme à son pire ennemi. Il relève ainsi un état d'esprit, un climat politique, en discerne les effets sur l'individualité, la personnalité, et enfin les origines. Je voudrais conclure sur la Weltanschauung. Elle peut apparaître comme une réponse à la peur et au besoin de protection, entendue dans le sens étroit, défensif, supposant le repli sur soi et les siens, conduisant à la peur de l'étranger et de l'autre. La Weltanschauung, au sens large, à l'inverse, de vision du monde, horizon de pensée, valeurs s'y opposent. Certaines des formes de réconfort sont politiquement, idéologiquement neutres. D'autres le seraient moins quant à leurs origines sans doute, leurs effets à coup sûr, supposent, exigeant l'imagination, la représentation de l'autre comme humain, non comme similaire, mais comme semblable, le rapport à l'identique. Merci de cet exposé vraiment impressionnant. D'un côté, vous avez d'une certaine façon, hélas, répondu aux attentes de pessimisme que je formulais ce matin, et vous nous avez entretenu non pas d'un passage à une langue qui n'est pas la sienne, qui serait un enrichissement, mais de la dépossession brutale de sa propre langue et de l'imposition d'une langue qui ne peut pas être la mienne parce qu'elle est supposée être la langue de tous et qu'elle est la langue de personne. Mais en même temps, cette idée que je me faisais de ce que vous alliez nous dire était une idée trop restrictive et trop pessimiste, puisque on voyait en même temps la capacité de se reconstruire et de se retrouver à partir d'une langue adoptée. Dans les considérations et le témoignage si incroyablement profond et émouvant d'Appenfeld, il y a ces remarques que vous avez faites, enfin vous avez cité au début, à la fois de l'ambivalence de l'allemand pour des juifs allemands ou germanophones, et cette remarque que l'hébreu n'était pas senti comme une langue juive, c'était l'allemand, enfin l'allemand, vous l'avez dit, une langue germanique qui était la langue juive, et aussi, cette remarque qui m'a tellement frappé que chez les rescapés de la Shoah, ce manque d'introspection, dit-il, quelque chose à quoi on ne penserait pas soi-même, enfin si on n'a pas vécu, on ne le voit pas comme conséquence directe. Mais en liaison avec ce qu'il dit et ce que vous avez montré, on le comprend. Et d'une certaine façon, je me réjouis, si Jacques Le Rider me le pardonne, que nous ayons été amenés à inverser l'ordre des communications parce que il me semble, enfin je ne sais pas ce que va nous dire Jacques Le Rider, mais il me semble que ce que nous a dit Claudine Arroche introduit très bien, ou peut introduire très bien, peut nous permettre de comprendre ce que maintenant Jacques Le Rider va nous dire. Alors comme je le disais ce matin, nous allons maintenant écouter Jacques Le Rider et ensuite nous aurons une longue plage de discussion, non seulement sur ces deux communications, mais en revenant sur les communications de ce matin.